Bonsoir à tous. Nous sommes très ravis encore une fois de vous retrouver cet après-midi du 14 octobre 2020 pour la suite et jamais la fin des après-midi de la tech. La série de panels que nous avons lancée il y a aujourd'hui 4 mois pour donner la parole aux acteurs de l'écosystème, échanger autour des grosses problématiques comme nous le faisons régulièrement, la transformation digitale dernièrement avec l'ADIE, l'Estonie, Barandiaï, GT Technologies, avec Mohamed Mbeng et son équipe, le professeur Abdullah Sissé et bien sûr l'ambassadeur estonien en charge des relations, en charge de la coopération, disons-le plus clairement, économique avec l'Afrique. Et mercredi dernier, nous avions échangé sur la transformation digitale de la poste sénégalaise avec des acteurs tout aussi impliqués. Et cet après-midi, nous avons l'immense honneur de recevoir un grand monsieur, encore une fois, comme toujours, un grand monsieur dont le nom est tout simplement Bachir Nasr. Bachir Nasr, peut-être, n'est pas connu du grand public comme on connaît un Youssou N'Dour ou un Macky Sall, mais Bachir Nasr a contribué à faire, à installer carrément notre bonheur tout au long de ces dernières années parce qu'il a travaillé dans les télécoms au Sénégal, ailleurs en Afrique et puis à l'étranger. Bon, à l'étranger, c'est aussi en Afrique, je veux dire, en dehors carrément de l'Afrique, comme en France, où il a travaillé pour France Télécom. Il est passé par Orange Mali, Sonatel au niveau du Sénégal, à quelques mètres d'ici. Il est également passé par Orange Guinée. Et c'est tout ce beau parcours que Bachir Nasr vient débriefer avec nous cet après-midi. Et naturellement, le public est encore et toujours au rendez-vous. Nous saluons tout ce beau monde qui nous accompagne régulièrement. Nous saluons également les partenaires des après-midi de la tech parce qu'on sait très très bien qu'ils sont également nombreux de plus en plus pour nous accompagner. Je vais me faire l'honneur de les citer un peu plus tard, mais ils se reconnaîtront déjà d'emblée parce que c'est important que nous mettions au devant de la scène la discussion autour des grandes problématiques qui touchent à notre écosystème, transformation digitale, on l'a dit, e-commerce et puis d'autres, bien sûr, thématiques qui sont essentielles aujourd'hui et sur lesquelles, naturellement, on ne peut pas passer parce qu'on est obligé de les débriefer régulièrement. On sait très bien également que l'astronomie, on salue d'ailleurs au passage Maram Kairé qui est avec nous et tous les autres acteurs qui sont présents. On sait que l'astronomie est également importante. Je disais dernièrement à Maram Kairé que prochainement, nous allons l'inviter dans un panel sans jamais m'imaginer que ça va être le panel avec Bachir Nasr parce que Bachir Nasr a également travaillé au sein des missions de la NASA, missions au pluriel en Afrique. Il nous partagera également cette passion des étoiles en plus de la passion des télécoms. Merci donc à tout le monde d'être au rendez-vous. Je vais exprès de ne pas présenter plus amplement Bachir Nasr parce que c'est l'exercice aujourd'hui. Il va se présenter lui-même. Bachir Nasr, première question, mais d'une grosse ampleur. Parlez-nous un peu de votre parcours. D'abord, le jeune Bachir Nasr, je fais la provocation, vous n'êtes pas très jeune aujourd'hui. Le jeune Bachir Nasr de 10 ans, de 11 ans, il était comment? Et puis, c'était quoi ses rêves déjà à l'époque? Merci Ousmane. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce panel qui est quand même incontournable actuellement dans le monde du tech. Je vous en prie. Comme tu le dis, hein, le Bachir de 10 ans, ses rêves, mon parcours qui a commencé dans un village du Saloum. Donc, en me voyant, les gens ne me prennent pas comme un Sénégalais. C'est normal. À commencer par moi. Exactement. Je le suis et donc je suis ici de la mixité. Donc, mon père et ma mère vivaient dans un village au Saloum, à Mbarin, qui est dans le département de Gossas, où j'ai fait mon cycle primaire après l'obtention de l'entrée en sixième. Donc, je pense que ma destinée commençait à se montrer. Donc, c'est au CMT de Diourbel, un collège technique, où on m'a orienté. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais j'étais le seul dans ma promotion à être orienté là-bas. Tous les autres étaient à Gaston Berger. Donc, je me dis que ma destinée était d'aller dans la technique
Et de là-bas, je suis allé au lycée Maurice Delafosse, donc où j'ai obtenu le bac F2 et nous étions seulement 7 dans notre classe à passer l'examen du bac F2. En ce temps, on n'avait que des expatriés comme professeurs et qui enseignaient à l'UT et à Delafosse. Donc, après le bac, j'avais l'opportunité d'aller au Canada avec une bourse canadienne pour devenir professeur d'enseignement technique. Oui. J'avais réussi aussi à passer à l'UT, où je suis allé même faire mon inscription. J'étais en file d'attente, mais je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me l'expliquer. Qu'est-ce qui m'a fait renoncer? Je suis sorti de la file d'attente. J'ai dit non. En ce temps, j'avais reçu un appel. J'avais reçu un appel de Télé-Sénégal qui m'avait dit qu'il voulait me recruter pour le compte de la NASA, de la station de la NASA qui était à Gandoul. Oui, mais précisons un peu, vous en parlez avec une facilité déconcertante, mais ce n'est pas évident pour nous autres très jeunes. Télé-Sénégal, c'est l'ancêtre de Sonatel. Nous en avions parlé dernièrement avec, en exclusivité d'ailleurs, Alassane Dialé Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi je parle du nom de l'avocat. Alassane Dialé Ndiaye, qui est le premier directeur général et fondateur de Sonatel. Donc, Télé-Sénégal, pour aller vite, c'est l'ancêtre de Sonatel. Exactement, sur la partie internationale, oui. Qui est donc qui vient de France Câble Radio, qui donc détenait Télé-Sénégal. Et après, l'État du Sénégal l'a nationalisé. Et c'est à ce moment que donc la station de Gandoul a reçu donc une mission de la NASA qui avait identifié Gandoul comme un site stratégique pour le programme de la navette spatiale. Donc, la NASA n'avait pas le droit de recruter directement. Donc, l'ambassade des États-Unis avec Télé-Sénégal donc organisait cela. Et donc, j'ai été recruté à Télé-Sénégal. Et je vais vous parler d'une anecdote. Quand je me suis présenté au tribunal de Dakar, où je devais jurer pour être assermenté, donc parce que il y avait beaucoup de secrets, donc c'était un travail qui était assez sensible. Il fallait donc passer au tribunal donc, et faire ce devoir-là. Donc j'ai rejoint le Télé-Sénégal. Je l'ai préféré à aller juste recueillir la pensée des autres. C'est comme ça que je le vois. Oui. Parce que les grandes écoles, c'est une très bonne chose. C'est ce qui va arriver de mieux pour tout le monde, mais on reçoit la pensée des autres. Alors que mon challenge à moi, ma vision à moi, mon rêve à moi, c'était de me faire moi-même. Donc, de me faire moi-même. Et c'est ce que j'ai fait en rejoignant la NASA. Dès que je suis arrivé, c'est une anecdote aussi, rapidement, hein, oui. La première chose qu'on m'a donnée, c'était une pique pour casser du béton. Quelqu'un qu'on recrute, on vient. Je trouve un Américain qui me dit, ah, vous êtes le nouveau recrue? Je dis, je donne ça, il me dit, bon, vous allez casser ça. Je n'ai pas compris, j'ai dit, bon, c'est une formation, il y a du tout. Mes collègues de la NASA en savent quelque chose parce qu'on avait de jeunes ingénieurs qui venaient de sortir. On faisait un travail de technicien, un travail intellectuel, un travail technique, mais on faisait un travail manuel aussi. C'était un peu dans la formation d'un homme, d'un jeune qui vient d'arriver pour entrer dans le milieu professionnel. Faire soi-même, il fallait de la modestie, il fallait donc que l'on sache utiliser ses mains. Donc, c'est comme ça que nous avons fait ça. Nous avons fait de la peinture, hein. Les antennes qui suivaient la navette spatiale quand il y avait la maintenance, c'était nous-mêmes, hein, cadres, ingénieurs, ouvriers, tout le monde. Et même le directeur de la station qui montait sur l'antenne, faisait de l'antirouille, faisait de la peinture. C'était juste une anecdote pour montrer que à la NASA, quand même, la formation était intéressante. Donc, j'ai eu à faire de la formation là-bas qui m'a permis d'entrer dans le numérique très tôt. À partir de 1983, où je suis entré à la NASA, nous étions déjà dans le numérique. Donc, voilà un peu le parcours jusqu'à mon entrée à la NASA. Oui, mais je vais vous poser la même question que j'ai posée au monsieur Espace de l'Union africaine. Peut-être que Maham Kairé le connaît. Je lui ai parlé de lui, Tidjane Ouattara, l'Ivoirien.
Je le disais, vous avez travaillé pendant 20 ans pour la NASA et vous n'êtes jamais allé aux étoiles. C'est aussi votre cas, j'imagine. C'est mon cas aussi. Je ne suis pas allé aux étoiles parce Ce que n'est pas c'est... paradoxal? Si, c'est très paradoxal, mais il faut des aptitudes hein, pour aller donc visiter l'espace. N'y va Il pas faut des n'importe qui. aptitudes. Oui. Voilà, c'est pas pour n'importe qui, mais virtuellement on l'a fait parce que mon rôle à la NASA, parmi d'autres activités, c'était de discuter avec les astronautes quand ils étaient en mission au niveau de l'espace. Donc, ils n'avaient pas la notion du temps parce que la navette faisait le tour de la Terre en 90 minutes. Il fallait donc quelqu'un qui discute avec eux, qui les réveille pour leur dire voilà l'heure de manger, ils doivent manger, ils doivent faire des exercices. Donc, la navette, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait le tour de la Terre en 90 minutes, il y a 7 minutes de fenêtre toujours où il passe par le Sénégal. Et sur ces 7 minutes, donc, nous prenons le relais jusqu'à le donner à une autre station de relais qui était dans une autre partie du monde. Donc, on était dans l'espace sans y être. D'accord. Et comment est-ce que vous en êtes venu maintenant au monde des télécoms, même si vous allez me dire que la NASA, on y est presque, mais le monde des télécoms, fait de Orange, de Sonatel, de ses filiales. Alors, ce revirement, il s'est passé comment et pourquoi? Bon, vous savez, il y a eu le crash, le premier crash de la navette spatiale Challenger. Après cela, on est resté des années pour se préparer. Quand je dis on, c'est la NASA, hein, donc pour se préparer à lancer un vol habité. Et donc, qui était Discovery. À ce moment, donc, le personnel était réduit pour cette phase de préparation. Et donc, nous avons travaillé pour remettre donc, le système plus sûr, pour remettre le système plus sûr, pour envoyer encore un vol habité. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu, et Maram, qui est sur ce panel aujourd'hui, pourra peut-être le confirmer, que j'ai eu à recevoir une distinction de la Société des astronautes américains, oui. donc, qui sont venus à Dakar me le présenter. Et en ce temps, il y avait un article qui a été fait. Et Maram en a parlé sur sa page Facebook. Donc, après cela, on a eu quelques vols habités. Et ces vols habités, ces missions avaient comme objectif de placer des satellites qui allaient remplacer les stations terrestres. Donc, quand on a fini ces missions et que tous les satellites ont été placés, il n'y avait plus de raison d'être de garder des stations terrestres. Donc, la station de Dakar a été fermée. Et donc, j'ai participé aussi au process de fermeture jusqu'à la remise de la clé de la station que j'avais fait avec un Américain, le ministre de la Communication dans son bureau et le DG de Sonatel, M. Cheikh Yanbey, pour remettre officiellement les clés à l'État du Sénégal qui avait donné l'espace à la NASA. À la suite de ça, donc, Aïssatou Diop, qui, je pense, est connectée, qui était la directrice commerciale et des affaires extérieures de la Sonatel. Et qui a d'ailleurs pris la parole dans ces après-midi de la tech, pardon. Voilà, exactement. Un après-midi, elle m'a appelé par la secrétaire, Madame Nafissa Bougaï, pour me dire qu'elle voulait que je rejoigne son équipe. Et ça me tentait parce que c'était toujours les télécoms, c'était toujours la technique, c'était dans mon domaine et je voulais encore faire des choses. Donc, je me disais que j'avais des choses à faire et que Sonatel, en ce temps, était donc un lieu où je pouvais m'épanouir. Donc, j'ai rejoint son équipe et il avait un service qui s'occupait des câbles sous-marins parce que c'était le moment où on devait développer donc, les câbles sous-marins. Donc, j'ai rejoint l'équipe des câbles sous-marins à Sonatel. Après cela, je suis allé au commercial travailler sur l'interconnexion internationale où on définissait les codes-parts. Donc, ça a fait beaucoup de bruit après hein, sur la surtaxe et tout ça, mais nous avons été les premiers à mettre en place au niveau de Sonatel le calcul des codes-parts entre les opérateurs. Donc, j'étais avec mon chef de service qui est Salih Touré, on était tous les deux seuls. Donc,
et on négocie avec tous les opérateurs du monde. Donc, c'est ça qui m'a mis dans ce domaine commercial et marketing des télécoms. Mais j'avais toujours donc cette partie de la technique qui était en moi. Et il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Cette opportunité, c'est quoi? Le monde venait de mettre en place un nouveau produit qui était le roaming international, que la France et l'Allemagne avaient mis en place. Le premier accord de roaming avait été fait entre Orange, Itinéris donc, et Deutsche Telekom. Oui. Et donc, le Premier ministre français Lionel Jospin, en décembre 1997, devait visiter le Sénégal. Et donc, il fallait qu'il ait le roaming en descendant de l'avion. Wow. Aïssatou Dieng m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, écoute, Bachir, il y a un bureau d'experts qui est une filiale, je ne vais pas le citer, qui est une filiale d'Orange, nous propose 80 millions pour lancer le roaming à l'arrivée de M. Lionel Jospin. Est-ce que tu te sens capable, si on te donne les moyens techniques, de lancer le roaming? J'ai dit, Madame Dieng, je suis capable de le faire. Donnez-moi les moyens et à la descente de M. Jospin de son avion, il pourra utiliser son téléphone. Il m'a dit, OK, c'est une aventure, on va, mais c'est assez glissant. C'est risqué. C'est risqué. J'ai dit, je crois en moi, croyez en moi et donnez-moi les moyens. Donc, avec le DG Cheikh Tidiane Mbaye, quand même que je remercie au passage, ils ont accepté, ils m'ont donné les moyens. Et les moyens, c'était quoi? C'était l'accès au GSMA. C'est ça qui a fait que j'étais membre des groupes du GSMA qui rédigeaient les documents de référence du roaming. Donc, j'ai pu me documenter tout seul, avoir des techniciens, mettre en place l'accord de roaming et à la descente de l'avion, Jospin a utilisé son téléphone. C'est là où le roaming a commencé au Sénégal. Bravo. Donc, c'est ça qui m'a mis dans le monde du roaming. Et donc, je suis rentré dans ce monde du roaming et de l'interconnexion qu'on appelle communément le wholesale, où j'ai eu à occuper aussi des postes assez importants. Et quand je faisais le roaming, c'est important aussi pour les jeunes. C'est ça qui m'a permis d'avoir cette expérience. Je faisais les tests, je faisais les fichiers CDR de taxation du roaming. J'utilisais un modem RNIS 9,6 kilobits pour envoyer les fichiers à une chambre de compensation qui était au Luxembourg. Je faisais les accords de roaming, donc je faisais end-to-end tout. Ce qui m'a permis d'avoir une connaissance end-to-end du roaming jusqu'à ce que Alizé soit créé et que je puisse avoir une équipe qui puisse donc prendre le relais sur la partie technique, la partie facturation. Et moi, j'étais plus orienté sur la partie commerciale et marketing. Voilà donc l'entrée à Sonatel. Oui, nous allons élargir un peu la discussion tout à l'heure avec notre public. Si d'ailleurs il y en a qui veulent intervenir là maintenant, ils peuvent juste lever la main et on leur donne la parole. On poursuit notre spécial Bachir Nasr ce 14 octobre dans les après-midi de la tech. Bachir Nasr nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur de s'ouvrir à nous pour nous parler de cette belle histoire des télécoms au Sénégal après avoir entendu le regard de Alassane Dialé Ndiaye, cette belle histoire des télécoms au Sénégal, l'histoire d'Internet. Maintenant, Internet, venons-en très rapidement. Vous êtes le premier homme à avoir envoyé un mail au Sénégal. Dit aujourd'hui, ça n'a presque pas de sens, mais bien sûr, à l'époque, c'était important. Oui, c'était très important à l'époque, vu qu'à la NASA, on était déjà dans cet environnement-là, parce qu'avant le mail, ça s'appelait le télémail, que nous utilisons donc dans le réseau intranet de la NASA pour échanger entre les différentes stations terrestres du monde. Mais il faut rappeler aussi que Orstom travaillait aussi déjà et avait mis un réseau X25
donc pour échanger entre laboratoires avec son réseau donc, des mails. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Je dirais, le premier mail, je l'ai échangé avec Sonatel. À ma connaissance, c'est le premier mail entre deux sociétés différentes, donc deux structures différentes, mais il est possible que Orstom ait déjà échangé des mails, mais pas depuis longtemps, donc au niveau de son réseau. Mais en tous les cas, Sonatel qui voulait donc mettre en place son réseau Internet et mail avait sollicité la NASA, et puisque le secteur où j'étais à la NASA, c'était le secteur de la communication. Donc, je disais tout à l'heure que je communiquais avec les astronautes, je m'occupais de tout ce qui est télémail. Donc, c'est moi qui ai échangé avec les autres stations qui étaient dans le monde entier et au niveau de Houston aussi, le centre de la NASA. Donc, Sonatel avait demandé à la NASA de les assister. Et donc, on m'a demandé d'assister Sonatel et je suis allé au centre et de Orstom, qui est devenu IRD maintenant, qui est à Anne. Donc, parce qu'on les avait sollicités, qu'ils avaient accepté de nous aider parce qu'ils avaient déjà le réseau X25. Sonatel était en train de mettre en place son réseau Senpac X25. Donc, c'est de là-bas où on a pu donc mettre en place cette connexion et j'ai pu envoyer un mail test à Mme Thérèse Tunkara, qui était au service prospection et innovation de la Sonatel. Elle venait juste d'arriver, je pense, comme cadre. Maintenant, c'est la directrice des réseaux. Et donc, on a échangé ce mail-là entre la Sonatel et la NASA. Et je pense qu'après, Mme Tunkara, avec ses équipes, a pu donc développer le réseau Internet de Sonatel. Et voilà quoi, où ça vient. C'était comment, ça vous faisait quoi après coup d'avoir envoyé ce premier mail dans un monde où le mail est devenu très banal et dans un monde où le mail, disons, est assez omniprésent? C'était quelque chose vraiment, je me disais que ça va être inscrit dans l'histoire. Déjà, je pensais à ça, parce que je me disais que le monde allait vers ça, parce que je voyais où se trouvait la NASA, qu'est-ce que faisaient les Américains, et je sais qu'ils sont très en avance et que le monde de demain devrait être autour du numérique, parce qu'on y était déjà, et je voyais un peu OPT, je voyais un peu comment travailler donc, les opérateurs africains, de par la lecture que je faisais des télécoms. Donc, je me disais que c'est quand même historique d'avoir échangé un mail. Maintenant, ce n'est rien peut-être, mais plus tard, ça pourra être inscrit quand même comme un fait majeur dans ce monde du net, dans ce monde des télécoms. Oui, et maintenant, un mail à l'époque, ça prenait combien de temps, naturellement, par le temps que ça prend aujourd'hui? Ce n'était pas aussi instantané. Tu as envoyé donc, le mail et après ça arrivait plus tard. Ce n'était pas instantané parce que ça utilisait un réseau qui était beaucoup plus lent et c'était des modems très lents, donc avec le réseau X25. Donc, ce n'était pas aussi instantané. C'est après cela que Yahoo est venu se mettre en place et les autres. Hein, donc, la vitesse a augmenté, les débits ont augmenté, mais c'était quand même acceptable vu ce qui se faisait avant, les téléx et les télégrammes qui prenaient du temps, qu'il fallait prendre, apporter, parce que Sonatel était toujours dans le monde du téléx, hein, et après le fax. Donc, avoir un mail où on envoie et qu'on le reçoit sur un autre ordinateur, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des ordinateurs Apple au début et après, c'est après que les autres générations sont arrivées. Oui. Donc, quand même, c'était une avancée importante dans ce monde-là. Oui, et puis les premiers mails hein, avec les premières boîtes électroniques, Yahoo qui avait beaucoup de force à l'époque, Hotmail, on parlait même de Caramel
Alors, comment voyez-vous l'évolution un peu de ces plateformes, disons, comparées à Gmail? Ah oui, il faut voir que la première. Déjà, j'ai parlé de la version, la première version web. Hein. Oui, J'ai eu la chance de rencontrer l'inventeur du www, du web, à Chicago, parce que je participais à des forums télécom qui s'appelait ITW, ou qui s'appelle toujours ITW, mais avec le Covid, ça s'est arrêté. Donc, tous les ans, on se retrouvait à Chicago et maintenant, c'est à Atlanta. Donc, je l'ai rencontré parce qu'on a invité donc ces pointures-là. Et donc, il est venu nous présenter comment il a créé le www. Donc, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, la première version du web a été faite donc, en mars 89. L'adresse donc était info.crn.ch. C'était un Suisse qui l'avait créé avec un ordinateur Next de Sendal. Donc, pour te montrer que c'est en 89 que la version web a été créée et le premier site dont j'ai parlé tout à l'heure en 90. Donc, c'est en 91 que le web s'est ouvert à tout le monde avec Yahoo en 94 et Internet Explorer en 95. Mais c'est Google qui est venu révolutionner ce monde de l'Internet en apprenant sur les autres et en étant plus intelligent et en apprenant sur le profil des gens qui recherchent pour leur donner des pages plus intéressantes. Alors que les autres avaient mis en place des sites de recherche, mais ce n'était pas bien agencé. Donc, Google en 98 est venu donc révolutionner tout ça et jusqu'à présent, ils sont leaders. oui. YouTube et le Web 2 sont arrivés en 2005 pour démocratiser ou bien pour révolutionner un peu le streaming avec les low bandes passantes. Maintenant, avec la fibre et donc la bande passante qu'on a actuellement et l'arrivée peut-être de la 5G, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ça. Et deux dates clés qui sont importantes. Nous avons atteint le milliard de sites, dépassé même en 2014. Et en mars 2019, il y a plus de 4 milliards d'utilisateurs par mois au niveau de l'Internet. Donc ça, c'est important. Wow. Oui, et d'ailleurs, pendant qu'on parle de ces rôles de pionniers, ce mail, pendant qu'on parle de mail aussi, hein, du directeur de cabinet de la ministre de l'économie numérique, Mor Ndiaye Mbaye, qui me dit: bonjour Ousmane, j'ai hâte d'écouter ton invité que je ne connais pas réellement. Pour ton info, je fais partie de l'équipe qui a développé le premier site internet de l'Afrique subsaharienne en 96. Je le mentionne, peut-être que ça va vous parler, Bachir. www.rapidepana.com sous la tutelle de Monsieur Amadou Top, alors directeur général d'Interactive, une filiale du groupe ATI, et on avait monté un serveur de messagerie. Déjà 96, rapidepana.com, ça vous parle? Oui, je sais qu'Amadou Top a beaucoup contribué sur Internet et le mail, et il a eu avec ABM, ATI, donc à aller aux États-Unis à faire des formations. Et il a beaucoup. C'est pourquoi je disais, il est possible parce qu'Amadou Top, je pense, a travaillé avec Orstom aussi comme soutien, donc pour développer tout ça. Donc c'est quand même une référence dans ce monde-là. C'est pourquoi je disais que le mail dont je parle, c'est le mail avec Sonatel, mais il est possible que des mails ont été envoyés avec d'autres. Donc, voilà. Et Rapid Pana, parce que j'ai entendu parler de ça, parce que c'était, je pense, un organe de presse qui était là, et c'était important. Et donc, le monsieur a sûrement raison qu'ils ont mis en place donc, cette infrastructure-là. Et je ne me que m'en réjouir, mais je sais que Sonatel, qui est devenu leader, et donc qui avait son serveur et qui a ouvert pour le public, donc il a démocratisé. Les autres, c'était des privés, c'est normal qu'ils le faisaient entre eux pour des scientifiques des laboratoires. Mais avec Sonatel, où quand même je suis partie prenante, donc j'ai participé à tester le mail avec Sonatel. Merci beaucoup
Bachir Nasra, nous allons marquer une première pause, mais on continue en réalité en ouvrant le débat, la parole, en la donnant à Mme Kairé qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Mme Kairé, on vous donne la parole. Je vais lui demander de réactiver son micro. Le micro, Kairé. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ousmane et merci à Bachir pour cette belle présentation. Je vais commencer par dire ce que je ressens vraiment au fond de moi à chaque fois que je parle de Bachir Nasser, que ce soit directement avec lui ou que ce soit d'autres personnes, ce que je ressens, ça se formule d'abord par une prière. Par une prière, Bachir, je prie le bon Dieu qu'il te laisse une longue et heureuse vie, qu'il te laisse toujours devant nous et qu'il t'accorde également une bonne santé. C'est important parce que je pense que les générations futures doivent connaître la personne, doivent connaître son histoire, doivent connaître son parcours. Et les générations futures doivent avoir comme exemple des personnes comme Bachir. Et ça, je le dis vraiment, c'est du plus profond de mon cœur que je le sors, je le pense réellement. J'ai toujours eu beaucoup d'estime, d'admiration et de respect pour ta personne. Et ce que je viens d'entendre, une fois de plus, le confirme. Je regrette juste qu'il n'y ait pas possibilité d'afficher la caméra parce que j'avais une petite chose à te montrer. Mais ça, c'est... C'est bon, madame, essayez, ça devrait aller. Hein? Ah, ça devrait aller. Il faudrait que je vois. Alors, il doit y avoir un bouton pour ça quelque part. En tout cas, c'est activé par défaut. Hein? Bon, je n'ai pas éteint ma caméra. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas par contre. Je ne vois pas l'option. Les paramètres audio. J'ai juste la partie audio, mais je n'ai pas la partie vidéo. Désolé. Oui. Je pense qu'il faudrait voir à votre niveau. Tout à fait. Alors, dire que cette discussion, en fait, cette présentation arrive à un moment particulier. Arrive à un moment particulier où, oui, alors ce que je vois là aussi, c'est une photo de moi, mais c'est toujours pas la vidéo. Oui. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui fais le partage d'écran. Oui, bon, entre-temps, certaines informations ont dû changer, mais bon, c'est pas méchant. Alors, je disais en fait que cette séance arrive à un moment particulier où le Sénégal, pour parler toujours de la NASA, vient de recevoir, en tout cas de recevoir une invitation de la NASA à organiser une activité assez importante quand même. On a été au centre d'une occultation stellaire, c'est-à-dire qu'on a regardé un moment où un astéroïde passe devant l'image d'une étoile pour masquer cette étoile. C'est quelque chose qui dure une fraction de seconde, mais qui est extrêmement important parce que ça permet de préparer l'arrivée d'une sonde qui s'appelle Lucy, qui va être lancée en octobre 2021 par la NASA et qui va aller visiter des astéroïdes à 700 millions de kilomètres d'ici. Donc, en écoutant Bachir, qui était dans la télécommunication avec la NASA et les astéroïdes, et les astronautes plutôt, les premiers essais avec la navette spatiale et même pendant le programme de la navette spatiale, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une continuité de... S'il n'avait pas eu à faire tout cela, aujourd'hui, on ne serait pas en mesure d'avoir ce niveau de connaissance qui nous permet d'aller beaucoup plus loin maintenant. En 2018, j'avais coordonné une mission de la NASA pour la même chose, une occultation, mais c'était à 6 milliards de kilomètres derrière la planète Pluton. Cette fois-ci, c'est à 700 millions de kilomètres sur l'orbite de la planète Jupiter. Et je pense que c'est une longue tradition aujourd'hui, en t'écoutant parler, cher Bachir, cette confiance que la NASA a eue en toi dans le passé. Aujourd'hui, cette confiance se renouvelle à travers l'astronomie. Je pense que le Sénégal doit être quand même fier, une fois de plus, en tout cas, de ses ressources humaines, en tout cas, comme je le suis vis-à-vis de ta personne. Revenir effectivement sur
le fait que tu as reçu cette distinction, quand même, qui est assez importante, la Silver Snoopy, qui est la distinction que les astronautes remettent à des personnes qui ont joué un rôle important dans la réussite de leur mission. Et je pense que c'est l'astronaute Ken Bowersox qui était venu au Sénégal pour te remettre cette distinction. C'était le commandant de la mission STS-50 avec la navette Columbia. Et voilà, donc je pense que c'est tellement valorisant que les jeunes générations doivent voir ça. Au moment où ils se posent beaucoup de questions, les jeunes, sur l'importance des études tout simplement, au moment où il faut le dire, que certains leur font croire peut-être que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu es l'exemple type, en fait, que bien au contraire, il faut persévérer dans les études, mais dans les sciences et les technologies. Le développement de notre continent ne passera inévitablement par les sciences et technologies. Et les télécommunications en font partie. Pour te donner un exemple, j'ai ici une coupure de journal. Alors ça, c'est quelque chose que je raconte pour la première fois en public. Quand j'étais jeune, j'étais curieux en fait. Et tout ce qui concernait la science que je voyais dans un journal, un magazine ou n'importe quel type de document, je dois avoir honte de le dire aujourd'hui, je déchirais la page et je mettais dans mes poches. Je gardais tout le temps en fait. Comme le journal ne m'appartenait jamais et que j'avais du mal peut-être à garder ça dans mes poches, alors ce que je faisais, je déchirais la page qui m'intéressait et je pliais. J'avais les poches tout le temps remplies en fait d'articles de presse que je gardais tout le temps. Donc j'étais jeune, mais voilà, c'était une curiosité, une boulimie que j'avais d'apprendre. Et j'ai ici une coupure d'un magazine qui date de 1992, donc qui a 28 ans. Wow. Et cette page est toujours conservée chez moi. Après t'avoir écouté parler, Bachir, j'ai pris la décision d'aller encadrer cette page et de la poser fièrement dans mon bureau comme tableau. Cette page, en fait, résume ton histoire avec la station de Gandoul et l'astronaute Ken Bowersox, qui est venu te remettre la distinction. J'avais fait quelques captures que j'avais mises sur Facebook pour te rendre hommage, mais voilà. Donc, 28 ans entre plusieurs déplacements, des études en France et tout. Ce document a toujours été très important pour moi. Ça m'a motivé dans le domaine du spatial. Et aujourd'hui, je l'ai entre les mains. J'aurais bien voulu te montrer la feuille, mais bon, comme la vidéo ne marche pas, sache que je vais aller l'encadrer, Inch'Allah, dans la semaine et en faire un tableau accroché quelque part. Et le jour où tu passeras me rendre visite, je te montrerai ça. Mais en tout cas, c'est pour te dire que jeune déjà. Madame Kairé? Oui, on s'est perdu. Je viens de te promouvoir au rang de panéliste. En principe, on peut vous regarder, on peut te regarder, pardon. Ah, normalement. Alors, je vois la vidéo. Là, c'est bon. Merci, ça fait plaisir. Merci. Alors, oui, je vous en parlais. Voilà donc cet article, cette coupure de presse. Wow. Je pense que vous voyez la page. Alors, il dit un astronaute de la NASA à Dakar, donc c'était la page espace. Oui. Et ça reprend en fait quasiment tout ce que Bachir vient de dire. Alors, cette page, je n'ai même pas voulu la plier. D'année en année, je l'ai sortie pour ranger toujours dans un support au format A4. C'était en quelle année déjà? 1992, ça fait 28 ans. Wow. Papier à 28 ans. Et je ne connaissais pas Bachir, mais rien qu'en voyant sa photo, jeune comme ça, je voyais sa photo, j'avais peut-être une prémonition, je ne sais pas. Je me disais que peut-être un jour, j'aurais à le rencontrer. Et cet effet que ça a eu sur moi de lire ce papier, de voir le logo de la station de Gandoul et autres, fait partie des choses qui m'ont vraiment poussé à persévérer dans le domaine de l'astronomie et des sciences spatiales. Et en partie, c'est grâce à toi, Bachir. Donc, vraiment, merci encore pour ce que tu es. Ça, je vais en faire un tableau parce que ça commence aussi à faire son temps. Tu nous envoies une copie, s'il te plaît, madame? Tu nous envoies une copie? On aimerait bien.
après 28 ans, ça a de la valeur. Les copies, ça va coûter cher. Maintenant, je vais demander des royalties. Mais C'est sûr, hein? je ferai une copie de ça et Merci, je madame, t'enverrai merci. ça. Merci Et beaucoup. en Bachir aussi, je pense qu'il ne doit pas avoir ce papier-là. Non, pas du tout. C'est sûr. Mais voilà, moi j'en ferai un tableau que je vais garder et que je laisserai, Inch'Allah, à mes enfants aussi. C'est juste pour te dire que, voilà, avec le temps, on se rend compte en fait que l'influence qu'on peut avoir sur les jeunes peut être subtile, mais avoir des conséquences immenses. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de sciences spatiales ou de télécommunications au Sénégal sans penser à une personne comme toi. Et le premier contact qu'on a eu, c'est quand on venait de faire la caravane Space Bus. On a fait le tour du Sénégal avec une équipe d'une 40aine de personnes. Quand on en a discuté après, je t'ai dit, la prochaine édition, j'aurais voulu, si ton planning te le permet, que tu sois de la tournée pour parler à tous les jeunes Sénégalais qu'on va rencontrer. Mais si ce n'est pas possible, on s'arrangera pour qu'il y ait soit un film ou qu'il y ait en tout cas des documents qui concernent ta personne que nous allons diffuser largement. Donc, on doit vraiment arriver à ce que ce soit un modèle qu'on sert aux jeunes générations. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous, avec la NASA, je le dis, c'est vraiment sur les pas de ce que tu as eu à poser comme acte. Et c'est une fierté, vraiment, non seulement d'être de cette communauté-là, mais également de savoir qu'on a des compatriotes qui ont eu à atteindre en tout cas ce niveau dans la télécommunication. Donc vraiment, merci encore. Je ne veux pas être plus long que ça, parce qu'il y a pas mal d'autres personnes, mais c'était te témoigner toute ma reconnaissance pour ta modestie. Ta modestie, tu aurais pu voilà, être autrement, mais tu gardes vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Contrairement à nous, astronomes, qui avons la tête dans les étoiles tout le temps. Mais en tout cas, merci pour ce que tu es, ta modestie, ton humilité. Mais merci également à Ousmane de donner la parole à ces genres de personnes que le public doit connaître. Merci, madame. En ce qui nous concerne, on fera tout pour faire davantage la promotion de ce que tu es. Bachir, en résumé, tu es une sorte de mémoire des télécommunications du Sénégal et ça, tout le monde, les jeunes doivent le savoir. Donc voilà, merci encore et bonne continuation pour cette présentation. Merci beaucoup à Madame Kairé. Madame Kairé qui est le président de l'association de quoi? Rappelez-moi, l'association de promotion de l'astronomie. L'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. C'est bien cela? C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Kairé. On se souvient d'ailleurs que tu es avec Alassane Dialé dernièrement l'auteur d'une lettre ouverte adressée au directeur général de Sonatel pour que la station de Gandoul soit bien préservée, soit bien traitée. La station de Gandoul, vous devez évidemment, après le témoignage de Madame Kairé, Bachir Nasr, avoir un regard tout aussi particulier sur l'infrastructure. Vous nous dites quoi de cette station aujourd'hui et de comment est-ce qu'elle devrait être préservée, pour reprendre le mot de Maram et d'Alassane Dialé? Merci d'abord à Maram, donc, qui a bien présenté donc, ce qu'il a connu en cette période où j'étais à la NASA. Et j'en suis fier, et d'autant plus que notre passage au niveau de la NASA n'a pas été vain, parce que des jeunes comme Maram ont pris le flambeau et actuellement, c'est une sommité au niveau de ce monde des étoiles, comme tu le dis, Ousmane, et que donc nous comptons sur toi pour que ce flambeau puisse être bien maintenu et que les générations futures puissent le prendre aussi, et que le Sénégal ait toujours sa place, même n'étant pas un pays donc, qui a un programme spatial, mais contribue donc au programme spatial du monde. Donc, je te remercie et je passerai, comme tu l'as dit, à ton bureau pour qu'on en discute encore et que je puisse voir cette page-là. Comme tu dis, je ne l'ai pas. Et donc, ça me fera plaisir de le voir. Bon, je donnerai peut-être quelque chose, comme tu l'as dit, parce que ça demande des royalties actuellement. Voilà. Oui, la station de Gandoul. Exactement. Pour la station de Gandoul, étant jeune, arriver voir l'antenne, la coupole comme ça, c'était waouh! Est-ce que ça peut exister, ça? Je me disais, ah, je pense que
le Sénégal est bien parti au niveau des télécoms avec cette station terrienne. Donc, cette station a une histoire. Et je pense que Sonatel, comme Maram a pu mener le combat avec d'autres, Alassane Dialignaï, qui était notre DG. Donc, je pense que la station va revivre une seconde vie avec la nouvelle génération des satellites et que l'antenne puisse être reconstruite ou remontée quelque part avec donc les idées qui ont été proposées de part et d'autre. Et je vois que Sonatel a abondé dans le même sens, a accepté, et je pense que Sonatel le comprend parfaitement et ira dans ce sens-là. Il faut comprendre aussi que la station de Gandoul, c'est 2 sites. C'est le site de l'antenne et c'est le site de la NASA au début, qui dépendait de la station de Gandoul, donc qui représentait donc cette station de la NASA à Sonatel. Et il faut savoir une chose, la station de Gandoul ne faisait pas que télécommunication, faisait de l'audiovisuel, de la télévision, parce que c'est par cette station qu'on a pu voir le premier match de Coupe du Monde à Munich, les Jeux Olympiques de Munich et les premiers matchs de Coupe du Monde. Donc, tous les événements qui devaient être retransmis au niveau mondial passaient par la station de Gandoul pour être retransmis par la RTS. Donc, il y avait une liaison de Gandoul à la RTS, donc à l'avenue de la République, pour donc pouvoir retransmettre les événements mondiaux qui se passaient et que donc on n'avait pas toutes ces infrastructures qui existent actuellement. C'était la station de Gandoul qui existait. Il faut comprendre que aussi la station de Gandoul abritait donc le centre de communication du président de la République à ce temps, oui, quand il s'est déplacé. Donc, lors de ses visites à l'intérieur du pays, il n'y avait pas encore le téléphone mobile, il n'y avait pas encore donc, cette possibilité d'être joignable. Donc, il y avait une mallette qu'un agent de Gandoul prenait pour suivre donc, la délégation présidentielle donc, qui allait de part et d'autre dans toutes les villes. Et la mallette était posée à côté du lieu de résidence du président quand il était en vue, ou bien de n'importe où il était, la mallette était à côté. Et donc, à tout moment, il pourrait prendre la mallette et communiquer, on pouvait l'appeler dessus. C'était une mallette qui était pointée sur le réseau de Inmarsat. Évidemment, il n'y avait pas autant de mallettes que de Sénégalais à l'époque alors. Ah, ça c'est clair. Ça, tu as parfaitement raison. C'était une seule mallette qui existait. Wow. Donc, voilà. Et si la mallette se perdait, on fait quoi? Ah là, je pense que ça risquait de créer un problème. C'était de limogeage en perspective? Je le pense. Hein. Je pense que le directeur général de Sonatel ne dormait pas quand la mallette était en déplacement. Donc, c'était important. Et le rôle aussi du Sénégal, hein, je disais, bon, Sonatel, déjà Gandoul, mais du Sénégal, sur le programme des vols habités, ça aussi, ça mérite d'être rappelé. À chaque mission de la navette spatiale, il y avait une équipe spéciale qui venait des États-Unis et qui était à l'aéroport de Dakar, où il y avait une piste qui était aménagée pour l'atterrissage de la navette spatiale. Ça, tout le monde ne le sait pas. Parce que vu la trajectoire, Maram le sait, vu la trajectoire de lancement, il n'y avait qu'au Sénégal où la navette pouvait atterrir. S'il y avait un problème, parce que la période critique de lancement se faisait dans les premières minutes. Après cela, avant qu'il n'entre en orbite. Mais dès qu'il entre en orbite, il n'y a plus de problème. Mais avant d'entrer en orbite, s'il y a un problème, la trajectoire ne pouvait l'amener qu'au Sénégal. Donc, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et ça, c'est un rôle que jouait Gandoul, c'est un rôle que jouait la station de Gandoul, c'est un rôle que jouait le Sénégal, donc sur ce programme-là. Et je pense que la génération actuelle doit le savoir, c'est très important. Et je dirais que ça fait aussi que le Sénégal soit choisi sur tous ces programmes actuels où Madame travaille avec les Américains, avec la NASA. Ça, c'est important. Merci beaucoup Bachir. Nous allons évoluer vers les dernières minutes de cet échange avec l'écosystème au Sénégal, dans notre diaspora. Très rapidement, nous allons terminer peut-être avec ce témoignage de
Amadou Dem de Sonatel, qui nous a demandé de lire ce témoignage, mais bon, on le partage déjà, il est en partage d'écran avec le public. Je laisse, disons, sinon je vous le lis, si vous voulez. Bonjour Ousmane, j'avais prévu de me libérer d'autres engagements pour me connecter, mais nous avons une réunion de comité de pilotage que je ne peux manquer. Mais je tenais à faire un témoignage sur ton invité du jour, à savoir Bachir Nasr. Il a été collaborateur exemplaire, honnête, loyal, très engagé, très généreux dans le partage de l'information et des connaissances. Et grâce à ce monsieur et à son expertise, nous avons pu organiser en Afrique au Sénégal la première réunion du TADING numéro 48, désolé si je prononce mal, qui regroupe les experts du roaming de tous les opérateurs inscrits au GSMA. Cette réunion mondiale tenue en mai 2020 a été un grand succès et a permis d'importantes retombées pour notre pays et les experts d'Orange. J'étais intéressé par l'expertise de Bachir qui pourrait aider à accompagner la mise en place des services roaming dans plusieurs pays d'Afrique. Cette réunion a ajouté les jalons qui nous ont permis d'organiser le premier salon du GSMA à Dakar en avril 2005. Je pense qu'il s'en souvient encore. Vous allez nous le dire après, car lors du lancement du prépaid, la première plateforme de code de recharge recevait les codes en clair. Pour cela, il fallait décrypter les codes en clair et les installer dans la plateforme. Pour des raisons de sécurité, il fallait 2 clés de décryptage sur la plateforme. Et seul Bachir et moi détenions ces codes. Nous effectuons le décollage. Le décollage, on comprend parce qu'on parle d'avion et d'étoiles. Le décodage, je me chargeais d'amener les codes au niveau de la plateforme 6 au Technopole pour chargement. Pour aller vite, nous nous sommes retrouvés encore au Mali où il a mis en place depuis l'état de projet, puis développé le service roaming. Encore bravo à Bachir et toutes nos félicitations pour cette belle carrière qui a débuté depuis le site de Gandoul. Signé Amadou Dem, le directeur des achats et de la logistique de Sonatel. Alors, un commentaire. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Comme il le dit, hein, donc nous nourrissions la prison s'il y avait des fuites. Déjà, prendre le dernier passage, hein, donc des codes, c'était un CD d'une valeur de 500 millions CFA à chaque fois. Nous détenions. Donc, j'avais le PC avec le logiciel de décryptage. Donc, des codes, hein, les codes actuels qu'on recharge pour avoir du crédit. En ce temps, c'est mon ordinateur, donc avec moi le code, et Amadou Dem venait mettre son code pour qu'on puisse décrypter. Et après, on l'amenait au Technopole pour le charger sur la plateforme IN afin que les gens puissent acheter le crédit et le recharger. Donc, comme il le dit, s'il y avait, on avait tous les codes, hein, donc on pouvait très bien, si on était des fraudeurs ou des malhonnêtes, très bien donner ces codes à des gens qui le rechargent et ils ont du crédit. Mais il fallait 2 personnes de confiance et le DG, Cheikh Diane Bey, m'avait choisi avec Amadou Dem. C'est un peu comme les codes nucléaires. Chacun voilà, c'est un peu ça, mais au niveau commercial. C'est un peu les codes qu'il faut 2 personnes. Voilà. Mais maintenant, tout cela a changé, j'imagine. Ah oui, mais maintenant, tout ça a changé. Maintenant, c'est directement que l'IN génère ses propres codes. Ce n'est plus comme avant où les codes étaient générés par une société qui était basée en Espagne et qui me l'envoyait directement sur mon ordinateur et moi, je l'ai décrypté, quoi. Je l'ai décodé. Donc, ça a changé. Mais c'était le début du prepaid, hein, de Diamono, comme on l'appelait en ce temps. C'est au lancement que nous faisions comme ça et on avait certains revendeurs. Et la fraude commençait déjà à cette période parce qu'il y avait des gens qui prenaient au hasard des numéros et les rechargeaient. Certains pouvaient passer avant qu'on le mette sur le système. Nous allons d'ailleurs parler de la fraude dans les télécoms prochainement avec un Sénégalais qui travaille à Orange France, dont vous connaissez peut-être le nom, mais je ne vous dirai rien, Bachir. Et puis un mot peut-être de conclusion, quoi qu'on ne conclut jamais, surtout quand on parle des télécoms. Même question là encore à Alassane Dialindiaï, parce que je lui demandais, après tant d'années, machallah, dans les télécoms, est-ce qu'après on est réduit à un spectateur? Est-ce qu'on est toujours consultant? Est-ce qu'on a toujours une certaine mémise ou en tout cas une certaine influence sur le secteur? Ok, donc pour conclure, et déjà c'est une transition un peu, je vais en parler un peu sur le roaming et le wholesale. Hein. Le wholesale qui devait être un panel, je pense. Oui, le wholesale va faire l'objet d'un panel.
Ça va être mercredi, le mercredi prochain. Mercredi, nous serons le 14, pas le 14, le 21, le 21 octobre. Et nous serons avec Pape Gorgui Touré, la RTP du Sénégal, Dado Barro qui suit déjà ce panel. Et puis d'autres acteurs. Hein. Juste après ce panel, nous allons partager avec vous d'ailleurs le lien d'inscription. Comme ça, l'ensemble de ceux qui nous font la métier de nous suivre pourront s'inscrire pour nous rejoindre sur ce panel qui est déjà complet autour de la question comment faire collaborer les opérateurs sans distorsion de concurrence. Naturellement, nous vous aurons dans ce panel Bachir Nasr comme discutant, mais avant un avant-goût un peu du wholesale. Oui, déjà, donc sur le wholesale, hein, donc j'ai l'habitude de le rappeler. Ce qui arrive actuellement, nous l'avions senti, mais on ne voulait pas y croire. Hein. Sur le wholesale, quand je dis wholesale, sur la partie internationale voix, dans les années 90, les Américains avaient déjà tenté une première percée pour éliminer le reversement sur l'international entrant. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils avaient voulu défendre auprès de l'UIT le Send Keep All. Send Keep All, c'est-à-dire que sur l'interco international, quand il y a un appel de l'étranger vers le Sénégal ou vice-versa, l'opérateur qui collecte auprès du client reverse une partie à l'autre. Opérateur hébergeur du client qui reçoit. Donc, les Américains étant déficitaires parce qu'ils ont plus d'appels sortants que d'appels entrants, ce qui veut dire que la balance était déficitaire pour eux, ils reversaient plus qu'ils ne recevaient. C'est ce qu'on appelait la balance internationale. Oui. Donc, ils voulaient que le send keep all, c'est-à-dire que l'opérateur qui collecte sur le client ne reverse rien. Donc, si aussi le Sénégal a des clients qui appellent les États-Unis, le Sénégal ne reverse rien aux États-Unis. Et très vite, la Sonatel a compris que c'était un danger pour les opérateurs africains qui utilisaient donc la valeur créée par l'international pour pouvoir investir parce que c'était une marge pure. Donc, la Sonatel a défendu donc le modèle actuel avec l'aide des Européens et donc un cadre même de Sonatel s'est déplacé auprès de la FCC pour défendre cela et donc ce n'est pas passé. Mais les Américains, je suis sûr, n'ont pas renoncé. Ils l'ont fait par d'autres moyens. Parce que qu'est-ce qu'on voit actuellement? Toute la valeur est captée par les OTT sur la voie. Ce qui revient au même. Donc la valeur reste aux États-Unis, il reste avec les Américains. Les opérateurs africains du monde, actuellement, ne perçoivent plus grand-chose sur la voie. Mais, comme je le dis toujours, il y a quelque chose de bien en cela, parce que le développement des OTT ne s'est pas limité uniquement sur la voie comme le faisait Viber. Comme le faisait Viber avant, ça s'est fait aussi sur la data, et donc il y a une explosion de la data dans le monde au niveau des télécoms, et ça a permis aux opérateurs de créer beaucoup de valeur. À titre d'exemple, juste rapidement. Donc, oui, rapidement, oui. Voilà, rapidement, vous parlez juste. Est-ce que vous savez que une minute d'Internet fait 404 000 vidéos regardées, une minute seulement, je dis, 41 millions de messages échangés, 208 000 participants à des réunions Zoom, comme on le fait actuellement, oui. Et 52 000 utilisateurs connectés au niveau des autres plateformes. Donc, ce qui veut dire que c'est ça qui a fait l'explosion de la data. Et donc, la valeur a été, donc, il y a une transformation de création de valeur. La voix ne représentant plus grand-chose. Donc, les opérateurs maintenant, c'est plus sur ces relais de croissance que sont le mobile money et la data. Donc, le wholesale, je pense que les opérateurs ont intérêt à se repositionner, à s'inventer, à créer, à innover. Sinon, ils risquent de perdre beaucoup ce virage parce que la data est
une manne pour l'Afrique parce que la révolution industrielle qui va venir demandera beaucoup de capacités, beaucoup de bandes passantes. Voilà. Merci, merci Bachir. En attendant de donner la parole à Dado Barrow, je signale que je viens de partager le lien grand public que vous pouvez partager à volonté dans l'écosystème, le lien vers le panel, du panel qui va nous parler de wholesale ou comment faire collaborer des opérateurs sans distorsion de concurrence. Nous aurons Pape Gorgui Touré, président gérant de Tacticom, basé aujourd'hui à Genève, que vous connaissez sûrement, hein, passé par Sonatel, par Télé Sénégal même. Nous aurons Khadijatou Tourédia de l'ARTP. Nous aurons Dado Barrow à qui nous allons donner la parole d'ailleurs tout à l'heure, qui nous fait l'honneur d'être encore là à nos côtés cet après-midi. Et puis nous donnerons également la parole à William de Sonatel. Dado Barrow. Bonsoir Ousmane, bonsoir Bachir. Dado. Bonsoir Dado, merci d'avoir participé. Ben, je tenais à participer, j'étais à un événement, j'ai tout fait pour finir à temps, pour assister au panel de Bachir. Bachir qui est vraiment un grand frère, un père, un oncle, avec lequel en fait j'ai vraiment eu à beaucoup apprendre et à coopérer. Quand lui, il était à la Sonatel, responsable de tout ce qui est wholesale, et moi, j'étais à Tigo. Et notre coopération, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. On a commencé même la coopération, même si on était concurrents quelque part. Voilà, c'est avec Bachir qu'on a constitué les premiers groupes de réflexion s'agissant en fait de tous les problèmes qui se rapportaient au wholesale. Et voilà, je voulais juste lui poser une question par rapport au wholesale. Oui. Étant donné que maintenant que vraiment la voie est en baisse organique, est-ce qu'il partage en fait le fait est que si on essaie d'allier le wholesale avec les nouvelles technologies comme l'artificial intelligence et la blockchain, est-ce que ça peut créer une nouvelle source de revenus qui puisse combler la perte subie en fait au niveau de la voie organique? Merci. Bachir, pardon, une question, c'est important. J'entends le wholesale. J'ai l'impression qu'on prononce le mot différemment selon qu'on soit homme ou femme pour exagérer un peu. Je préfère dire wholesale. Hein? D'accord. Bachir dit wholesale. Alors, quelle est la bonne prononciation? À moins que j'aille interroger. Je ne sais pas. En anglais. Bachir, c'est quoi la bonne prononciation? C'est wholesale. Wholesale, c'est la vente en gros. Ok. On dit wholesale, c'est exactement la vente en gros. Ok. Et le retail, c'est la vente en détail. D'accord. On est fixé maintenant, Bachir. Allez-y. Voilà. Répondez à Dado, s'il vous plaît. Voilà. Non, Dado a parfaitement raison. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les opérateurs doivent s'inventer, s'innover et aller vers ces relais de croissance-là, ces innovations dont ils parlent, donc l'IoT, les blockchains. Et surtout, les opérateurs doivent devenir des médiateurs s'ils veulent survivre. Quand je dis médiateurs, ils ont quelque chose que les OTT, que les autres n'ont pas, c'est les infrastructures, c'est le broadband. Donc, regardez, quand je dis regarder, c'est les opérateurs, le gâteau, donc quand je dis le gâteau, c'est la valeur globale qui est créée, et prenez votre part en ayant un partenariat avec les créateurs de contenu, les OTT, en leur disant, voilà, moi j'ai les infrastructures, amenez-moi vos contenus et on partage. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ce n'est pas leur métier d'aller créer des infrastructures. Ils vont le faire s'ils voient un frein. Facebook est en train d'y travailler avec Google et tout ça, mais s'ils avaient les infrastructures qu'il faut, ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour que leur contenu puisse être acheminé auprès des clients, pour que les clients puissent l'utiliser avec une bonne qualité de service, une bande passante correcte. Et ils sont conscients que les opérateurs ont besoin d'investir pour maintenir cette qualité de service, pour maintenir cette satisfaction client que les OTT, les GAFA ont besoin. Donc, les opérateurs, je pense, ont un rôle à jouer, plus sur
les infrastructures en étant médiateur que plus de se battre sur la voie. Parce que cette bataille est finie. Les OTT ne parlent plus de la voie. La voie va être gratuite. La voie va être de l'illimité. Donc, on n'y gagnera plus grand-chose. La bataille n'est plus là-bas. La bataille de demain, avec cette révolution industrielle, surtout dans nos pays africains, avec le boom démographique de nos pays africains, et ce besoin, on a vu hein, l'écosystème qui a été créé par les OTT, par la data. Donc, les opérateurs n'ont pas à rater ce virage. Ils doivent déjà penser stratégie de médiation, stratégie d'opérateurs d'infrastructure plutôt que l'opérateur historique qui était là à juste mettre en place un système pour véhiculer la voie. Merci. Merci Bachir. Merci Dado. Dado, tu veux rebondir ou c'est bon? Non, ça me va comme réponse. Donc, voilà, c'est les avis partagés. Aujourd'hui, on comprend nettement que la voix est un produit qui est arrivé à maturité ou plus ou moins même début de déclin, on va dire, et que vraiment, ce sera tout simplement la touche d'innovation qui nous permettra de pouvoir générer de nouveaux revenus, en fait. Merci beaucoup à Dado Barrow pour cette prise de parole. Merci à Maham Kairé, le président de l'Association sénégalaise de promotion de l'astronomie. Et merci à Bachir Nasr, qui a fait que nous avons pu nous retrouver encore une fois cet après-midi autour du numérique, autour des télécoms, dont j'ai connu d'avouer mon faible pour les télécoms. Et ça n'est pas prêt à s'arrêter parce que, comme je l'ai annoncé, le mercredi, Inch'Allah, mercredi prochain, 21 octobre, à partir de 15h GMT, nous allons nous retrouver autour du wholesale, maintenant, et non pas wholesale, Dado, autour du wholesale, ou comment faire collaborer des opérateurs sans distorsion de concurrence. Et Bachir, évidemment, vous êtes le bienvenu dans ce panel pour nous apporter votre regard aux côtés de Dado Barrow, aux côtés de Khadijatou Touredia de la RTP, de William de Sonatel, de Pape Gorgui Touré également, que vous connaissez sûrement, qui a inventé même le modèle en la matière aujourd'hui pour lutter sur le calcul des coûts. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Encore une fois, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, sauf que pour ceux qui ont encore l'énergie et la force, à 17h GMT, je suis toujours dans le cadre des après-midi de la tech, mais numéro spécial en partenariat avec le cabinet Bamtou, pour une table ronde spéciale sur la donnée. On sait qu'elle est très importante, la donnée aujourd'hui. Je serai un peu sur ce panel que je vais co-modérer avec mon ami Edomo Mbaye Babacar Gueye, qui se trouve actuellement à Montréal. Nous allons modérer ce panel sur la donnée. Ce sera à partir de 17h. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'ai partagé le lien un peu plus tôt, je pense que c'était hier dans la soirée, sur mon LinkedIn. Merci à tous. Merci infiniment, Bachir. Merci, Ousmane. Ça a été un plaisir et je remercie aussi tous ceux qui sont connectés et qui suivent aussi et qui vont pouvoir nous regarder aussi sur YouTube parce que la vidéo sera partagée sur YouTube. Oui. Merci et je ne manquerai pas mercredi prochain à participer sur ce panel du wholesale qui me semble très important. Merci infiniment. Rendez-vous donc mercredi prochain. Effectivement, cette vidéo fera l'objet d'un replay sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn aussi. Vous allez pouvoir revoir un peu tout et puis partager, comme c'est le cas, parce que c'est toujours le maître mot, partager la connaissance, débattre de l'essentiel, mettre les grosses problématiques au-devant du débat, au-devant de l'actualité, comme on dit. Merci infiniment. Rendez-vous mercredi prochain.